Le récent rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est sans appel. La rébellion du M23 est auteur du massacre de 319 civils dans les territoires de Rutshuru. Pendant ce temps, c'est le statu quo au niveau de pourparlers de Doha, le cessez-le-feu signé dans l'accord de principe entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 n'est que l'ombre de lui-même. La rébellion continue à progresser pendant que Kinshasa reste figé sur les accords de Washington et de Doha. Comment arrêter cette hémorragie? Les chiffres sont glaçants. En juillet 2025, plus de 319 civils ont perdu la vie dans la province du Nord Kivu, selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces massacres, attribués principalement au M23, s'ajoutent à une longue liste de violences qui ensanglantent l'est de la RDC depuis plus d'une décennie. According to first-hand accounts received by our office, at least 319 civilians were killed by the M23, backed by members of the Rwanda Defence Force, between the 9th and the 21st of July in 4 villages in the Rutshuru territory of North Kivu province. This is one of the largest documented death tolls in such attacks since the M23's resurgence in 2022. Most of the victims, including at least 48 women and 19 children, were local farmers camping in their fields during the planting season. Les statistiques publiées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme proviennent d'enquêtes menées dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, 3 zones en proie à une instabilité chronique. Le rapport pointe également la responsabilité d'autres groupes armés, notamment les forces alliées démocratiques, affiliées à l'État islamique, qui continuent de multiplier les attaques sanglantes. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme documente avec précision 2 attaques majeures commises par les ADF. We also condemn attacks against civilians by other armed actors. We have documented multiple such attacks in the North Kivu, South Kivu, and the Ituri provinces in July, including by the ADF and Codeco armed groups. All attacks against civilians must stop immediately, and all those responsible must be held to account. 9 juillet, 70 civils exécutés dans le village de Pikamaibo, dans le Nord Kivu. 27 juillet, au moins 40 fidèles tués lors d'une prière dans une église, lors d'une attaque d'une rare cruauté. Nous, on était à l'intérieur de la boutique. Ils sont arrivés, ils sont frappés à la porte, ils nous ont dit d'ouvrir la porte, ou alors ils allaient mettre le feu à la boutique. On a eu peur lorsqu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous brûler vifs. On a ouvert la porte et ils nous ont attrapés. Ils ont tiré en l'air et certains ont été relâchés. Ces violences interviennent alors que sur le papier, un cessez-le-feu conclu entre le gouvernement congolais et le M23 devrait être en vigueur depuis le 27 juin 2025, date de la signature à Doha d'une déclaration de principe sous médiation qatari. Nous sommes déterminés, l'État congolais, l'État légitime est déterminé de mettre fin à l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, et ce à travers un accord qui sera contraignant pour toutes les parties. C'est un pas important, c'est un pas avec des engagements clairs pour la République démocratique du Congo, mais des engagements aussi très clairs pour le M23. La déclaration signée fin juin prévoyait entre autres un cessez-le-feu immédiat, un mécanisme d'échange de prisonniers pour instaurer un climat de confiance et un engagement à poursuivre les discussions vers un accord global de paix. Et pourtant, 1 mois et demi plus tard, aucun progrès concret n'est visible sur le terrain. On est en train de vouloir signer un accord pour la paix, mais au même moment, les 2 parties renforcent leurs troupes sur le terrain. Ça donne quelle impression? On peut penser à une aventure ambiguë. La réunion prévue à Doha le 8 août a été purement annulée. Ni Kinshasa, ni l'Alliance des forces de changement n'ont dépêché de délégation, signe que la méfiance reste totale. La principale pierre d'achoppement reste la question des prisonniers. Le M23FC refuse tout retour à Doha sans la libération préalable de 700 combattants et sympathisants détenus par Kinshasa, tandis que le gouvernement congolais conditionne toute libération à un retrait du M23 des territoires occupés, notamment autour de Goma, Rutshuru et Masisi. Ce bras de fer gèle totalement le processus. Le 29 juillet,
Les deux camps avaient pourtant convenu de libérer simultanément leurs détenus respectifs avant de passer à l'étape des négociations politiques. Mais cet engagement est resté lettre morte. Initialement, la feuille de route prévoyait la signature d'un accord global de paix le 17 août 2025. À ce stade, cet objectif semble hors d'atteinte. La médiation qatari se dit encore confiante, mais sur le terrain, les violences s'intensifient, sapant chaque jour un peu plus la crédibilité du processus. Les blocages actuels reflètent plusieurs réalités. L'absence de confiance mutuelle. Chaque camp exige des garanties avant de faire un geste, craignant d'affaiblir sa position militaire. Les enjeux stratégiques du terrain, pour Kinshasa, la libération des territoires est cruciale pour sécuriser les populations. Mais pour le M23, conserver les positions est un moyen de pression essentiel. Le contexte régional tendu, l'implication présumée du Rwanda derrière le M23 reste un point de friction majeur, compliquant toute négociation directe. La multiplication des acteurs armés. Même en cas d'accord avec le M23, la présence d'autres groupes armés comme les ADF ou les milices locales limite l'impact immédiat d'un cessez-le-feu. À moins d'un geste fort de part et d'autre, le processus de Doha risque de s'enliser, comme tant d'autres initiatives précédentes. Pendant ce temps, les civils continuent de payer le prix le plus lourd, dans un conflit qui mêle enjeux locaux, rivalité régionale et intérêts géostratégiques.